Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle séance. Alors, désolé pour le retard euh, qui était exprès par rapport donc à la mise en place ou bien la mise à votre disposition c'est-à-dire du chapitre numéro 5 que nous allons traiter aujourd'hui. C'est pour vous donner un peu de temps pour digérer les 4 chapitres que nous avons déjà traités jusqu'à présent. Alors, le cinquième et le dernier chapitre de ce cours va porter sur le marketing mix ou bien le mix marketing. Alors, le mix marketing, c'est ce qu'on appelle les éléments des 4 P, à savoir le prix, la promotion, le produit et la distribution. Alors, on les appelle les 4 P parce que les initiales sont déjà en anglais. Alors, price, place, ça veut dire la distribution. Le price, ça veut dire le prix. Price, place, promotion, qui est la publicité, et product, qui est le produit. Ces 4 éléments, ce sont les 4 éléments qui nous permettent d'opérationnaliser la stratégie marketing de l'entreprise. On l'appelle aussi le marketing opérationnel. Pourquoi le marketing opérationnel? Parce que ça permet d'opérationnaliser, de mettre en place, en pratique, la mise en œuvre sur le terrain de la stratégie marketing de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise peut vendre son produit en agissant sur ces 4 P. Il peut faire agir sur le produit, dans son design, dans sa forme, dans son amélioration technique, etc. Il peut agir sur le prix, en modifiant le prix pour qu'il soit adapté à la cible, à la population ciblée, ou bien aux clients que l'entreprise compte atteindre. Il peut aussi agir sur la publicité, faire la publicité pour pouvoir vendre. Il peut aussi, pour vendre, agir sur ce qu'on appelle la distribution des produits. Ça veut dire rendre le produit valable dans les points de vente que l'entreprise auxquels va s'intéresser. Que ce soit les places, les grands marchés, les marchés publics, les grandes surfaces, ou bien les détaillants, et ainsi de suite. Alors, dans ce chapitre, nous allons traiter ces 4 P, à savoir le produit, le prix, la communication et la distribution. Alors, commençons par le produit, le premier P. Alors, qu'est-ce qu'un produit? Par définition, un produit, c'est un groupe d'attributs, un groupe de caractéristiques qui apporte à l'acheteur non seulement un service de base propre à la classe de produit, mais également un ensemble de services nécessaires et ajoutés, qui constituent des éléments distinctifs entre marques, susceptibles d'influencer les préférences des acheteurs. Dans cette définition, on est en train de représenter le produit comme étant une forme d'attribut. Et ces attributs, ce sont ce qu'on appelle un ensemble de caractéristiques. Chaque produit a des caractéristiques. Prenons par exemple ce stylo. Ce stylo a des caractéristiques. Et là, dans la définition, elle met l'accent plus sur le service de base. Alors, le service de base de ce stylo, c'est écrire. C'est le service de base. Ça veut dire qu'il vous permet d'écrire. Les services nécessaires et les services ajoutés. Un service nécessaire pour que ce produit fonctionne, pour qu'il vous permette d'écrire, il faut de l'encre. Donc, si vous prenez l'encre comme composante, un attribut de ce produit, c'est un produit dit nécessaire. Pour les produits qui sont ajoutés, vous avez par exemple là le couvre, d'accord, le couvert, si vous voulez, ce qui permet de couvrir donc le stylo pour qu'il soit donc le protéger par rapport donc contre chaque utilisation. Sous couvert ou bien sous bouchon, si vous voulez, d'accord, c'est un service qui est dit ajouté. On l'a rajouté. Alors, il n'est pas nécessaire pour le fonctionnement, ça peut fonctionner sans ça, pas de problème, mais il est nécessaire pour protéger le produit après chaque utilisation. Donc, ces éléments, service de base, service nécessaire, et le service ajouté, ils constituent des éléments distinctifs. Ça permet de faire distinguer ce produit-là par rapport aux produits de d'autres concurrents. Et bien sûr, ces attributs, ils influencent la décision d'achat du produit. C'est un produit, par exemple, un stylo de bonne qualité avec des caractéristiques et un design et des couleurs qui sont attractifs, va être choisi par le consommateur au détriment d'un autre produit qui n'est pas bien fait, d'une qualité moyenne ou médiocre et qui n'est pas attirant aux yeux donc des clients. Alors les composantes, comme je vous viens de l'expliquer, vous avez les détails sur les diapositives. Donc le service de base qui correspond à l'utilité fonctionnelle, c'est l'avantage basique ou générique, ce que le produit vous permet de faire, tout simplement. Des exemples, la voiture, qu'est-ce qui vous permet de faire la voiture? C'est le transport. Donc le service de base de la voiture en produit,
Si on prend la voiture comme produit, son service de base, c'est le transport. Un téléviseur, son service de base, c'est le spectacle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous permet de regarder des vidéos, des films, des émissions, des chaînes télévisées et ainsi de suite. Le téléphone, si vous prenez le téléphone ou le smartphone, son service de base, c'est communiquer, parce qu'il vous permet de communiquer. C'est ce qu'on appelle le service de base. Qu'est-ce que le produit vous permet de faire? À côté de ces services de base, vous avez des services nécessaires. Alors, les services nécessaires, c'est tout ce qui accompagne le service de base, comme l'économie, l'absence de bruit, l'emballage, la livraison. Une voiture sans 4 roues ne peut pas rouler. Alors, les roues, c'est un service qui est dit nécessaire. Sans huile de moteur, l'entreprise ne peut pas fonctionner. Donc, huile de moteur, c'est un service qui est dit nécessaire. Sans volant, sans boîte à vitesse, l'entreprise ne peut pas rouler. Ce sont tous des services qui sont nécessaires au fonctionnement de produits. L'encre pour ce stylo, c'est un service nécessaire. Sans l'encre, vous ne pouvez pas écrire. D'accord? Donc, à côté, vous avez les services ajoutés qui représentent les éléments distinctifs. Exemple, ce qui permet de distinguer un produit par rapport à un autre, comme les options, le luxe, la qualité, et ainsi de suite. Ce sont des services ajoutés que nous avons rajoutés. Vous avez aussi la notion d'attribut. Pour l'expliquer, j'ai donné des explications ici dans les détails, dans les diapositives. Et d'ailleurs, je l'ai déjà expliqué oralement lors de la première diapositive. Un attribut, c'est un avantage recherché par l'acheteur. Un avantage que l'acheteur cherche dans le produit. Soit la qualité, l'esthétique, les couleurs, le confort, et ainsi de suite. Si je veux acheter des chaussures sportives, là, je cherche par exemple le design, la couleur, et je cherche aussi le confort, parce que mes pieds doivent c'est-à-dire se sentir confortables dans des chaussures sportives. Sinon, si les chaussures sont serrées ou bien s'ils sont de mauvaise qualité de telle sorte à ce que je ne me sens pas confortable lorsque je les mets, donc automatiquement, cela ne va pas pousser en tant que consommateur d'acheter ce produit. On parle aussi de certaines caractéristiques objectives de l'entreprise, du produit. Ce sont les caractéristiques donc techniques. Par exemple, pour un PC portable, si vous prenez un PC portable, les caractéristiques, c'est la RAM, le processeur, la capacité de stockage donc du disque dur, la carte graphique et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les caractéristiques objectives. Et chaque produit a ses propres caractéristiques objectives qui le distinguent de d'autres produits donc des concurrents. Très bien. Alors ça, c'est en ce qui concerne la définition du produit en général. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle la ligne et la gamme du produit. Alors, la ligne du produit et la gamme de produits. Définition, on appelle une gamme de produits, un ensemble de produits. C'est un ensemble. On dit la gamme Renault, la gamme Peugeot, la gamme Coca-Cola, la gamme de produits. C'est un ensemble de produits liés entre eux du fait qu'ils fonctionnent de la même manière, s'adressent aux mêmes clients ou sont vendus dans les mêmes types de points de vente ou zones de prix. Alors, une gamme de produits, lorsque je dis par exemple la gamme Yves Rocher, si vous partez chez Yves Rocher, vous allez trouver une gamme. Il y a des crèmes, il y a des parfums, il y a des accessoires, des eyeliners, des rouges à lèvres, il y a pas mal donc de produits, ce qu'on appelle la gamme Yves Rocher. Si vous partez chez Renault, vous allez trouver qu'il y a Clio, qu'il y a Talisman, qu'il y a, c'est pas Mégane, qu'il y a Kangoo, ces différents véhicules, ce qu'on appelle, qui constituent la gamme, d'accord, de Renault. Si vous dites par exemple Coca-Cola, vous trouvez Coca, Fanta, Sprite, Poms et autres, c'est la gamme Coca-Cola. L'ensemble des produits que l'entreprise Coca-Cola met sur le marché pour les vendre. C'est ce qu'on appelle la gamme, une gamme de produits. Alors ces produits-là, si vous les prenez pour une gamme, ils fonctionnent de la même manière. Par exemple, si je prends la gamme Coca-Cola, ce sont toutes des boissons. C'est pour qu'ils soient bu. Donc ce sont tous des produits qui fonctionnent de la même manière, des boissons. S'adressent aux mêmes clients. Tous ces produits-là s'adressent aux mêmes clients. Ils sont vendus dans les mêmes types de points de vente. Les mêmes types de points de vente. Là, vous trouvez c'est-à-dire les produits de grande consommation, dans les détaillants ou bien dans les grandes surfaces, vous trouvez c'est-à-dire les produits de cette gamme de Coca-Cola. Ils sont vendus dans le même type de point de vente ou zone de prix. La zone de prix, j'ai pas dit, ou bien plutôt la définition n'a pas dit vendus dans les mêmes prix. C'est pas le même prix, la même zone de prix. La zone de prix, c'est un intervalle entre un prix et un prix. Par exemple, si vous prenez
La Renault, la gamme Renault, c'est entre peut-être, bon, je sais pas, 160 000 dirhams et peut-être 300 000 dirhams. Donc c'est la zone de prix, c'est une zone, un intervalle, d'accord? Très bien. Alors, une gamme contient une ligne, d'accord? Une ligne de gamme qu'on appelle une ligne, et cette ligne de gamme est caractérisée par sa largeur, sa profondeur et sa longueur. Alors, nous allons expliquer chaque élément et par la suite, je vais vous donner un exemple. La largeur de la gamme, c'est le nombre de lignes qu'il comprend. Le nombre de lignes. La profondeur des lignes mesurée par le nombre de produits distincts qu'il contient. Par la suite, on parle de la longueur de la gamme, c'est la somme de tous les modèles de toutes les lignes de cette gamme. Autrement dit, c'est le nombre total de modèles que l'entreprise peut proposer dans une gamme. Pour expliquer mieux cela, on va regarder cet exemple. Vous avez ici une gamme de produits A, B, C, D, E. Donc vous avez notre entreprise qui a un produit A et le produit B et le produit C, D et E. Très bien. Lorsque vous dites la ligne du produit, c'est par exemple A. Là, j'ai donné un exemple, un autre exemple, par exemple F, G, A, B, C, D, E, F, G. G, c'est une ligne de produit. A, c'est une ligne de produit. B, c'est une ligne. C, c'est une ligne. D, c'est une ligne. Et E, c'est une ligne. La ligne. Et chaque ligne est composée de plusieurs produits. 1, 2, 3. Par exemple, la ligne A est composée de 1, 2, 3 produits. La profondeur de la ligne. La profondeur, sa profondeur, en fait, c'est le nombre de produits qui contient cette ligne. La largeur de la gamme, c'est le nombre de lignes. Et la profondeur de la gamme, c'est la somme de tous les produits de toutes les lignes. Alors, regardons un exemple pour mieux encore élucider ce point. Prenons l'exemple de l'entreprise, ou bien de la marque plutôt Amora. Alors, Amora, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les sauces. Alors, la ketchup, la moutarde et tout ce que vous consommez dans les snacks, il y a plusieurs marques, mais Amora en fait peut-être partie des entreprises qui fabriquent ces types de sauces. J'ai pris 4 produits, j'ai pas pris tous les produits de Amora. Et dans ces 4 produits, vous avez la moutarde, la ketchup, la mayonnaise et les cornichons. Tous ces produits sont de marque Amora. Vous pouvez le constater d'ailleurs sur l'emballage des produits. Alors, combien y a-t-il de lignes ici de produits? Vous avez 4 lignes. La ligne de la moutarde, la ligne de la ketchup, la ligne de la mayonnaise et la ligne du cornichon. 4 lignes. Et chaque ligne, il est composé de certaines variétés de produits. Par exemple, si je prends la ketchup, vous avez 3 variétés. Vous avez la ketchup nature, la ketchup épicée et la ketchup light. Si je prends la mayonnaise, vous avez la mayonnaise Dijon, la mayonnaise légère et la mayonnaise méditerranéenne. Si je prends la moutarde, vous avez classique, à l'ancienne, mais forte et savourable. Et si je prends par exemple les cornichons, vous avez 3 encore sous-catégories. Vous avez la classique, l'ancienne et aigre doux. Si je prends par exemple Coca-Cola, vous avez la Coca-Cola sans sucre, ou bien zéro sucre. D'accord? Donc, 2. Donc, il y a une sous-variété. Et Coca-Cola Light. Voilà. Sans Coca-Cola Light et Coca-Cola zéro sucre. Donc, 2. Vous voyez, donc c'est le même. Regarde, la moutarde et d'autres types de moutarde. La ketchup et d'autres types de ketchup. La mayonnaise, d'autres types de ketchup. D'accord? C'est comme si vous partez chez quelqu'un qui vend des olives, hein, vous le dites, et vous lui dites, donnez-moi des olives. Donc les olives, il y en a plusieurs catégories. Il y a les olives qui sont avec une certaine épice, mélangées avec certaines épices de herbes. Vous avez d'autres qui sont mélangées avec, c'est-à-dire avec une sauce, c'est-à-dire piquante. Il y a plusieurs variétés. Hein. C'est la même chose ici. D'accord? Vous avez le produit et ses dérivés. Les dérivés, le même produit, mais avec plusieurs goûts, plusieurs nuances, c'est-à-dire ce qu'on appelle les sous-catégories donc des produits. Très bien. Maintenant, vous avez 4 lignes. Voici la ligne. Alors, la profondeur de la ligne. Si vous dites la moutarde, vous avez une profondeur de 4 produits. Classique, l'ancienne, mais forte, savourable. Si vous prenez la ligne ketchup, vous avez nature, épicée, light. Donc, une profondeur de 3 produits. La largeur de la gamme. La largeur de la gamme, donc la largeur de toute la gamme, est égale à combien? Donc est égale à 4 lignes. 4 lignes. Et la profondeur de la gamme, c'est la somme de tous ces produits-là. Donc 3, 3, 3, ça fait 9.
et 4. Donc ça vous donne 13. D'accord? 13 produits en totalité, ce qu'on appelle la profondeur du produit. Alors deuxième exemple, si je prends le cas de Coca-Cola, voilà, donc Coca-Cola, vous avez Coca Vanille, Coca sans caféine et Coca Cherry. Ces modèles, c'est-à-dire sont disponibles dans d'autres pays, hein, à l'étranger. Je pense au Maroc, non. Coca-Cola Zéro, vous avez Coca-Cola Zéro et Coca-Cola Zéro sans caféine. Je pense que celle-là sans caféine n'est pas disponible au Maroc. Vous avez Coca-Cola Light, par exemple. À l'étranger aussi, vous avez Coca-Cola Light Sango, Coca-Cola Light Plus, Coca-Cola Light Lemon, Coca-Cola Light Lime et Coca-Cola Light ordinaire. Alors, chacun de ces produits, regarde, Coca-Cola, vous avez plusieurs lignes. D'accord? Au Maroc, on peut prendre Coca-Cola, celle-là, celle qui, par exemple, on va mettre Coca-Cola l'ordinaire, Coca-Cola Zéro et Coca-Cola Light. Et prendre, par exemple, Fanta, il y avait, à l'époque, il y avait Fanta, je pense, Pamplemousse, quelque chose comme ça, au fruit, la passion, et il y avait la Fanta orange. Si vous prenez d'autres produits, vous avez plusieurs dérivés, donc ça dépend donc des lignes, donc de la gamme de produits. Très bien. Alors la mesure de la largeur, la longueur et la profondeur de la gamme. La largeur, c'est le nombre de lignes de produits. Là, c'est clair, hein? La largeur, c'est le nombre, voilà, la largeur, c'est là, c'est le nombre de lignes. La largeur, c'est 1, 2, 3, 4. Largeur. 3 produits. La profondeur de la ligne, c'est le nombre de modèles que la ligne comporte. Le nombre de modèles. Par exemple, si je reviens ici pour le cas de Coca-Cola, et c'est la profondeur pour Coca-Cola Light, ça fait 5 produits. 5 produits. La longueur, c'est la somme de tous les modèles de toutes les lignes. Alors, ici la longueur, vous avez 5 produits. Ici, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Des produits. D'accord? C'est la longueur de la gamme que je vous ai mis dans cet exemple. Voilà, donc vous avez les calculs ici. Donc la largeur, nombre de lignes 3, la longueur, la somme des modèles 10, la profondeur, le nombre de modèles de la ligne. Coca-Cola 3, Coca-Cola 0, 2 et Coca-Cola Light 5. Voilà donc en ce qui concerne la ligne et la gamme de produits. À côté de cette ligne et gamme, vous avez ce qu'on appelle le cycle de vie d'un produit. Et le cycle de vie de produit, il faut savoir que chaque produit qui est lancé sur le marché, il a un cycle de vie. Ce cycle de vie, c'est-à-dire, il commence le jour où le produit il a été lancé sur le marché pour la première fois et se termine le jour où le produit va être retiré du marché et disparaître du marché, d'accord, pour une dernière fois. Ce qu'on appelle le cycle de vie de produit. Donc le produit est un bien ou un service offert sur le marché de façon à ce qu'il soit remarqué, acquis ou consommé en vue de satisfaire un besoin. Ça, c'est la définition des produits. Maintenant, ce qui concerne la définition du cycle de vie de produit, alors là, vous avez tout d'abord, pour élucider cette notion de produit, il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, les types de produits sont classés selon, tout d'abord, la nature des marchés auxquels ils s'adressent, la durée de vie et leur tangibilité. 3 critères. Et ces 3 critères nous donnent cette classification. Alors, vous avez le produit et les types de produits. Il y a des produits qui sont des industriels et des produits de consommation finale. Les produits industriels sont les produits comme les matières premières. Lorsqu'on dit le carton, le papier, le bois, le fer, ce sont des produits industriels. Ce sont des produits, le plastique, ce sont des produits via lesquels on fabrique des produits finaux. Et vous avez les produits de consommation finale. Ça veut dire le produit qui est destiné directement à ce qu'il soit consommé. Ces produits de consommation finale, vous avez les produits périssables, comme le pain, comme le lait, comme chaque produit, la viande, les fruits, les légumes, ce sont des produits qui ont une date de présomption. Une date de présomption. C'est ce qu'on appelle les produits donc ayant une date de présomption. Ça, on appelle les produits périssables. Mais à côté, il y a des produits durables. Ça, c'est un produit de consommation finale. Une fois que je l'achète, je commence à écrire avec ça et par la suite, je vais le jeter. Mais c'est un produit qui dure dans un certain temps. La table, la chaise, c'est un produit dit durable. Il va rester dans le temps, d'accord, pour une période donnée. Et finalement, vous avez les services. Donc là, vous avez pour les produits de consommation finale, là, on a pris on appelle ici la durée de vie. Produit périssable, produit durable, c'est la durée de vie. Ici, c'est le caractère par rapport à la tangibilité. Les services sont immatériels, on dit intangibles.
D'accord? Et les produits, ou bien la catégorie par rapport au marché auquel ils sont destinés, c'est les produits industriels, les produits de consommation finale. Le produit de consommation finale est destiné au consommateur final. Le produit industriel est destiné aux industriels, comme les matières premières. Les matières premières, c'est l'exemple type que je donne toujours aux étudiants. Alors, les produits industriels, des produits qui rentrent dans la procédé de fabrication industrielle. Alors, pour faire vite, pour ne pas, c'est-à-dire pour que la vidéo ne soit pas longue, je vais vous laisser le soin de lire ces détails parce que je viens de les expliquer, pas la peine de s'attarder là-dessus. D'accord? On va passer à la notion de cycle de vie de produit. Donc, le cycle de vie de produit, donc, c'est l'évolution des ventes d'un produit depuis, comme je vous ai dit, l'introduction de ce produit sur le marché jusqu'à son retrait d'une manière finale. Alors, un produit, il est toujours caractérisé par une durée de vie qui est limitée. N'importe quel produit, il a une durée de vie limitée. Un jour ou l'autre, il va disparaître sur le marché. Ces ventes passent par différents stades d'évolution. Les ventes d'un produit passent par différents stades. Il y a des produits qui sont maintenant très très vendus, peut-être demain ils seront plus demandés sur le marché. Donc l'évolution des ventes, il subit bien sûr des changements. Son niveau de rentabilité varie en fonction de chaque stade de ce cycle. Chaque stade de ce cycle, bien sûr, le rendement de la rentabilité donc du produit, il varie. Alors prenons l'exemple, prenons le schéma qui montre les 4 phases de cycle de vie. La première phase, c'est la phase de lancement. Je viens par exemple de lancer, bon, je sais pas, je vous donne un exemple. Je viens de lancer par exemple cette télécommande pour la première fois. D'accord? Je la lance pour la première fois sur le marché. Alors on est dans ce qu'on appelle la phase de lancement. Dans cette phase de lancement, qu'est-ce qui se passe? La quantité qui est lancée, elle est minime. Si vous prenez par exemple le cas même de dernier iPhone, dernier Huawei, dernier Samsung, par exemple dernier iPhone, l'iPhone lorsqu'il lance le dernier téléphone, le dernier modèle, la dernière version, 12 ou 13, je ne sais pas c'est-à-dire le numéro de la version dernière, ils lancent une toute petite quantité, ils n'ont pas une grande quantité. Pourquoi non pas une grande quantité? Parce qu'en fait, si le produit ne marche pas ou s'il contient des défauts, il faut retirer cette petite quantité et voir quel est le problème et par la suite corriger et lancer la quantité finale. Et d'ailleurs aussi, il faut voir quelle est la réaction des consommateurs par rapport à ce produit. Est-ce qu'il va être acheté ou pas? Je ne peux pas m'aventurer en lançant une grande quantité sur le marché. Pourquoi? Parce que si le consommateur ne s'intéresse pas au produit, ou bien s'il y a un problème au niveau des produits, je vais subir une perte lourde. Donc l'entreprise ne peut pas se permettre de lancer une grande quantité au départ. On lance une toute petite quantité. Si vous lancez une toute petite quantité, qu'est-ce qui se passe? Le coût de production, elle est très élevé. Il y a un effort colossal en termes de communication et de publicité. Donc le coût de revient du produit, il est cher. L'entreprise, dans cette phase, ne réalise pas de bénéfices. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? Le produit commence à être connu et on commence à l'acheter. Donc, une fois que les ventes commencent à augmenter, on passe la phase lancement et on atteint une deuxième phase, c'est la phase croissance. Dans cette phase croissance, il y a une croissance fulgurante, rapide, donc du volume des ventes du produit. Les gens commencent à acheter le produit avec c'est-à-dire c'est-à-dire à l'échelle soit nationale ou internationale, ça dépend des types de produits. Donc le produit, il est connu par les consommateurs et les consommateurs commencent à acheter ce produit-là. Alors bien sûr, l'entreprise ici commence à réaliser du bénéfice, du profit par la vente. On est rentable maintenant. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette rentabilité attire d'autres concurrents sur le marché. Il y a d'autres concurrents qui vont venir pour lancer aussi leurs produits sur le marché. Et une fois qu'ils commencent à lancer leurs produits sur le marché, qu'est-ce qui va se passer? En fait, par la suite, l'offre va dépasser la demande. Et les gens ne vont plus acheter de la même cadence le produit. Et on quitte la phase croissance pour atteindre la phase maturité. Donc ici, dans la phase maturité, les ventes vont décélérer, le contraire d'accélérer, décélérer, et on a une phase de maturité croissante, phase de maturité stable et phase de maturité déclinante. Vous avez trois phases à sein de la maturité. Maturité croissante, maturité stable et maturité déclinante. Alors, dans la maturité, dans cette phase, qu'est-ce qui se passe? Chacun d'entre les conquérants essaye de vendre le maximum possible et on commence à augmenter la quantité pour gagner plus, à faire baisser le prix de telle sorte à ce que le produit n'est plus rentable à un certain moment de temps. Finalement, certaines entreprises vont commencer à abandonner le marché.
Et une fois qu'on a commencé à abandonner le marché, le produit commence à entamer ce qu'on appelle la phase déclin. La phase déclin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ventes vont chuter. Les ventes elles vont commencer à baisser, elles vont commencer à chuter, de telle sorte jusqu'à ce que le produit n'est plus rentable. Et les entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont abandonner, certaines entreprises abandonnent le produit. Et même parfois, on le retire définitivement du marché. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus demandé. Dans cette phase déclin, qu'est-ce qui se passe? Soit on va renouveler le produit et le relancer encore. Si c'est un produit technologique, par exemple, je vous rappelle très bien lorsque j'étais à votre âge, il y avait le Walkman. Par la suite, une fois il y avait le progrès technique, le Walkman il avait disparu, il y avait le Discman. Donc c'était le CD qu'on mettait dans un lecteur, le Discman, et on se baladait avec. Après le Discman, il y avait la sortie de l'MP3. C'était la clé, une clé noire avec laquelle on écoutait de la musique. Après le MP3, il y avait le lancement de MP4. Avec le MP4, il y avait le lancement de MP5. L'iPod, que vous connaissez, peut-être c'est pour vos générations, si vous connaissez ce produit, l'iPod de Apple. Cet iPod-là, il a été dépassé une fois qu'il y avait la sortie des smartphones. Pourquoi? Parce qu'actuellement, votre smartphone, vous l'utilisez pour naviguer sur Internet, pour écouter de la musique et pour faire pas mal de choses. Donc, personne actuellement ne prend ou bien utilise un baladeur musique de quelconque genre. On est en train d'utiliser le smartphone. Donc, le produit, il passe par plusieurs stades. Par la suite, une fois qu'il passe, il n'est plus demandé, il passe dans la phase déclin. Très bien. Donc là, vous avez les détails par rapport à la phase lancement, la phase croissance, la phase maturité et la phase déclin. Là, vous avez les exemples que je vous ai mis. Vous avez le téléviseur Sony, par exemple. Vous avez ici un exemple, c'est seulement pour vous expliquer la chose, comment ça se passe. Voilà, donc différents types de téléviseurs. La technologie, elle a changé. Et on est passé maintenant de 4K jusqu'à 8K, 12K. Ces téléviseurs existent, vous pouvez les chercher sur Internet, sur YouTube, mais ils n'ont pas encore, je pense, rentré au Maroc. Maintenant, par exemple, là, vous avez le 4K, le 4K, le 4K, ou 4K, si vous voulez. C'est une technologie qui vous permet de voir un peu les dimensions, c'est-à-dire telles qu'elles sont dans la réalité. Plusieurs téléviseurs, donc maintenant celui-là il est dans une phase, je pense, croissance ici, il a commencé à avoir de la croissance. Ce téléviseur-là, le Smart TV LED, maintenant il y a les QLED, hein, et il y a d'autres marques ou bien d'autres types qui sont plus sophistiqués, sont là, donc dans la phase. Celui-là il est dans la phase déclin et celui-là il a complètement disparu du marché. Vous voyez, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a chez eux un téléviseur pareil? Est-ce que vous le trouvez sur le marché d'ailleurs? Vous pouvez, il y a des gens qui ont ce téléviseur encore, mais rare, c'est très rare. Ce téléviseur a complètement disparu c'est-à-dire sur le marché. Vous ne pouvez pas avoir ce type de téléviseur sur le marché actuellement. Vous ne pouvez pas l'avoir, vous ne pouvez pas le trouver. Donc phase lancement, croissance, maturité, déclin. D'accord? Phase croissance, maturité, lancement, maturité, croissance, maturité, déclin. Donc il y a plusieurs produits qui ont passé par ces stades, d'accord, surtout pour les produits qui sont dits technologiques, d'accord, qui subissent un certain cycle de vie. Alors regardez, une fois le produit il passe dans la phase déclin, là je peux le prendre, je vais essayer de le renouveler complètement avec une nouvelle technologie et tout, et le relancer dans la phase lancement. C'est ce qu'on fait avec les téléphones. Une fois qu'il y a quelque chose qui n'est plus à la mode, on essaie de renouveler et de le relancer. Même chose pour les ordinateurs. Même chose pour les voitures aussi, les modèles. Hein, l'ancien modèle 2019, modèle 2020. On est toujours dans cette phase de cycle de vie. Donc j'espère que cette partie était claire. N'oubliez pas de me contacter si vous avez des questions via mon email. Je vous remercie et on va voir juste après la deuxième partie donc, de ce chapitre numéro 5, à savoir donc, le prix, la notion du P prix. Merci.